Une inconnue m'a saisi à la station-service. Sa main tremblait, mais sa poigne était de fer. Ne rentre pas chez toi ce soir, a-t-elle chuchoté, ses yeux remplis d'une terreur que je ne connaissais que trop bien. Vérifie tes caméras. Je l'ai fait. Elles étaient toutes coupées depuis 16h03, exactement 3 heures. C'est à cet instant précis que j'ai compris que ma vie ordinaire, ma vie de deuil silencieux, venait de voler en éclats. Mais ce que j'allais découvrir cette nuit-là, cela dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon nom est Amandine. J'ai 31 ans. Depuis près de 10 ans, ma vie est rythmée par les bips des moniteurs et l'odeur antiseptique des couloirs de l'hôpital Main-Jose, ici à Besançon. Je suis infirmière. Je suis formée pour gérer le chaos, pour rester calme quand le cœur d'un patient lâche, pour penser logiquement sous une pression immense. Mais la logique ne pouvait pas expliquer ce qui se passait depuis 6 mois. Il était 22 heures passées. Mon service de 12 heures était terminé. La fatigue pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. J'étais épuisée, non seulement par le travail, mais par le vide. Le vide de la maison familiale dans laquelle je vivais seule depuis la mort de mon père, Arnaud, 6 mois plus tôt. Crise cardiaque foudroyante, avait dit le médecin. Il s'était effondré à son bureau. À 58 ans. Depuis, la maison était trop grande. Trop silencieuse. Un silence seulement brisé par mes inquiétudes pour mon petit frère, Bastien. 26 ans, et déjà un fantôme. Il avait sombré dans les paris en ligne, accumulant des dettes que nous ne pouvions pas mesurer. Il avait disparu juste après l'enterrement, emportant avec lui le peu de stabilité qui restait à notre famille. Cette nuit-là, en rentrant, je me sentais observée. Ce n'était pas nouveau. La semaine dernière, j'avais retrouvé les 2 pneus avant de ma Clio crevée. Monsieur Perrin, mon voisin à la retraite, avait accusé les jeunes du quartier. Mais c'était différent. C'était une sensation de poids sur ma nuque, comme si j'étais suivie en faisant mes courses à l'Intermarché, ou même ici, à cette station Total Énergie déserte. J'ai inséré la buse dans le réservoir. Le clic métallique a résonné dans le silence. C'est là qu'elle est apparue. Elle semblait sortie de nulle part. Une femme d'une 50aine d'années, ses cheveux gris emmêlés, son manteau usé. Elle ne m'a pas demandé d'argent. Elle ne m'a pas menacée. Elle m'a juste regardé, avec une panique si pure, si viscérale, qu'elle a court-circuité toutes mes défenses. Vous êtes Amandine, sa voix était un souffle rauque. J'ai figé, la main sur le pistolet de la pompe. Oui. Elle a fait un pas en avant. Ne rentre pas chez toi ce soir. Mon instinct d'infirmière s'est réveillé. Madame, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Elle a secoué la tête, les larmes montant à ses yeux. C'est là qu'elle m'a saisi le bras. Non. Écoute-moi. Reste n'importe où ailleurs. Chez ta mère. Dans un hôtel. Mais ne rentre pas. Pourquoi? De quoi parlez-vous? Elle s'est penchée, son visage à quelques centimètres du mien. Vérifie tes caméras de sécurité. Pour l'amour de ton père, vérifie-les. Mon sang s'est glacé. Comment connaissait-elle mon père? Comment savait-elle que j'avais des caméras? Je les avais installées il y a 2 mois, justement à cause de cette sensation paranoïaque d'être observée. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli lâcher mon téléphone. J'ai ouvert l'application. 4 caméras. Caméra entrée, hors ligne. Caméra salon, hors ligne. Caméra cuisine, hors ligne. Caméra porte arrière, hors ligne. Dernière connexion, 16h03. J'ai cliqué sur la dernière vignette enregistrée. La vidéo a commencé. Ma cuisine baignée par la lumière de l'après-midi. Puis, une ombre. La porte arrière s'est ouverte. Un homme est entré. Il ne portait pas de cagoule. Il portait un costume sombre, cher. Il a regardé droit vers la caméra, comme s'il savait exactement où elle était. Puis l'écran est devenu noir. J'ai relevé la tête, le cœur battant à tout rompre. La femme avait disparu. Elle s'était volatilisée. Avant de continuer cette histoire, avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, j'aimerais savoir qui est là. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Quelle ville? Quel pays?
Est-ce qu'il fait nuit chez vous aussi? J'ai l'impression d'être si seule cette nuit-là, et savoir que vous êtes là, à l'écoute, signifie beaucoup. Laissez un commentaire, s'il vous plaît. La femme avait disparu. Mais l'homme en costume, lui, était bien réel. Et il était chez moi. J'ai arraché la buse du réservoir, l'essence giclant sur mes chaussures. J'ai sauté dans ma Clio, le moteur rugissant dans la nuit. Je conduisais, mais je ne savais pas où aller. Pas chez moi. Certainement pas chez moi. Mes pensées tournaient en boucle. L'homme en costume. 16h03, il était chez moi depuis plus de 6 heures. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Et cette femme? Pour l'amour de ton père. Mon esprit refusait de faire le lien. Mon père, Arnaud, était un homme bon. Un homme simple. Un homme de chiffres. Il avait été chef de l'audit interne chez Laboratoire Fournier-Garnier, l'un des plus grands employeurs de la région. Un travail stable, respectable. Il n'avait pas d'ennemis. Sa mort avait été une tragédie, un coup du sort. Une crise cardiaque. C'est ce qu'on m'avait dit. L'instinct a pris le dessus. Je ne pouvais pas fuir. Je devais savoir. J'ai conduit vers mon quartier, l'échapperai, mais je n'ai pas pris ma rue. J'ai coupé le moteur 2 rues plus loin, dans l'ombre d'un grand tilleul, là où je pouvais voir le bout de mon allée sans être vu. J'ai attendu. Mon souffle formait de la buée sur le pare-brise. Et puis je l'ai vu. La lumière. La lumière du salon était allumée. Une lueur jaune et chaude qui se déversait sur le gazon. Mon cœur a cessé de battre. Je ne laissais jamais la lumière du salon allumée quand je partais travailler. Jamais. J'étais là, assise dans le froid, à regarder ma propre maison devenue un piège mortel, quand mon téléphone a vibré sur le siège passager. Le nom qui s'affichait m'a fait sursauter. Maman. J'ai décroché, ma voix à peine un murmure. Allô? Amandine. Dieu merci. Oh, mon Dieu, Amandine, où es-tu? Ce n'était pas la voix habituelle de ma mère, Martine. Ce n'était pas la voix douce et réconfortante qui avait essayé de maintenir notre famille unie. C'était une voix brisée par la panique pure. Elle pleurait, elle suffoquait. Je suis dans ma voiture, maman. Je ne suis pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Non. Non, rien ne va bien, a-t-elle crié. Dis-moi que tu n'es pas à la maison. Jure-le-moi. Je te le jure. Je suis garée plus loin. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, les caméras sont coupées. Il y a quelqu'un dans la maison. Il y a eu un silence, seulement brisé par ses sanglots. Puis elle a dit les mots qui ont fait basculer mon monde. Les caméras? A-t-elle murmuré. Elles sont coupées. Oh, mon Dieu, ça recommence. Ça recommence? De quoi tu parles? C'est comme ça que c'est arrivé, Amandine. La nuit où ton père est mort. Mon sang s'est transformé en glace. Maman, arrête. Je ne comprends pas. Les caméras étaient coupées cette nuit-là aussi. Sa voix est montée d'une octave, hystérique. Je pensais que c'était un court-circuit, mais ce n'était pas ça. Amandine, ton père? Elle a pris une grande inspiration tremblante. Amandine, ton père, il n'a pas eu de crise cardiaque. Le monde s'est arrêté. Le silence dans ma voiture était assourdissant. Ce n'était pas son cœur, a-t-elle sangloté. Ils l'ont tué. Qui? Maman, qui l'a tué? Je n'ai entendu qu'un souffle. Puis un clic. Bip, bip, bip. Elle avait raccroché. Ou quelqu'un l'avait fait pour elle. Ils l'ont tué. Mon père. Mon père, Arnaud, l'homme le plus droit que je connaisse. Assassiné. Et les assassins étaient à quelques mètres de moi, dans ma propre maison. La colère est une chose étrange. Elle brûle le brouillard de la peur. Pendant une seconde, je n'étais plus Amandine, l'infirmière fatiguée. J'étais la fille d'Arnaud. Et on me devait des réponses. Mon cerveau d'infirmière, mon esprit logique, a repris le dessus. Analyser. Évaluer. Quels sont les faits?
Fait 1. Mon père n'est pas mort de cause naturelle. Il a été assassiné. Fait 2. Ma mère le sait. Et elle a peur. Fait 3. Les assassins sont revenus. Ils sont chez moi, maintenant. Pourquoi? Que avait-il manqué il y a 6 mois? Qu'est-ce que mon père, un simple chef de l'audit interne chez Laboratoire Fournier-Garnier, pouvait bien posséder qui vaille la peine de tuer? Mon père était un homme de chiffres, un homme de principe. Il détestait le désordre. Il classait ses factures. Il n'avait pas de secret, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je suis restée assise dans la voiture, le moteur éteint, à regarder la lumière de mon salon. J'étais paralysée. Que faire? Appeler la police? Leur dire quoi? Bonsoir, je crois que mon père a été assassiné il y a 6 mois et les meurtriers sont chez moi parce qu'une inconnue me l'a dit à la pompe à essence? Il m'aurait envoyé directement en psychiatrie. J'ai regardé mon téléphone. L'application de sécurité était toujours ouverte. Hors ligne. Inutile. Je m'apprêtais à jeter le téléphone sur le siège passager quand l'écran s'est soudainement rallumé. Il n'est pas devenu noir. Il a clignoté. Une notification est apparue. Alerte, caméra du sous-sol reconnectée. Mon cœur a fait un bond si violent que j'en ai eu le souffle coupé. Le sous-sol. Pourquoi celle-là? Mes doigts tremblaient. J'ai appuyé sur la notification. L'écran était noir. Puis, il a clignoté et l'image s'est ajustée à la faible luminosité. Je voyais le sol en béton de notre sous-sol. Les cartons de décoration de Noël. Le vieux congélateur. Et puis, je l'ai vu. La lumière. Ce n'était pas la lumière du néon principal. C'était une fente de lumière brillante qui filtrait sous la porte du bureau de mon père. Le bureau au sous-sol. C'était son sanctuaire. Personne n'y entrait. Il l'avait toujours gardé verrouillé, même après sa mort. Maman et moi n'avions pas eu le cœur d'y toucher. Il était resté exactement tel qu'il l'avait laissé. Mais la lumière était allumée. Et la porte était entr'ouverte. Alors que tirait balle, je retenais mon souffle, une ombre a bougé, passant devant la fente de lumière. La porte s'est ouverte davantage. Un homme est sorti. Le même homme. Le costume sombre. Il tenait une petite lampe de poche. Il n'était pas en train de fouiller frénétiquement. Il n'était pas en train de mettre le chaos. Il était méthodique. Lent. Il s'est approché du mur près de la chaudière. Il a commencé à tapoter le mur. Doucement. Toc, toc, toc. Il écoutait. Il cherchait quelque chose de caché. Quelque chose que mon père avait dissimulé. Quelque chose qu'il n'avait pas trouvé la nuit où ils l'ont tué. C'était un piège. Je le savais. La caméra s'était reconnectée. Ce n'était pas une erreur. C'était une invitation. Il voulait que je voie. Il voulait que je vienne. Peut-être qu'il savait que j'étais la seule à pouvoir trouver ce qu'il cherchait. Il cherchait quelque chose que mon père avait caché. Et à cet instant, j'ai su que je ne pouvais pas attendre la police. J'allais devoir entrer. Mon premier réflexe, mon réflexe de citoyenne, a été d'appeler la police. J'ai saisi mon téléphone, mes doigts glissant sur l'écran à cause de la sueur froide. J'ai composé le 17. Je l'ai porté à mon oreille. Rien. Pas de tonalité. Pas de sonnerie. Juste un silence de mort. J'ai regardé l'écran. Les barres de réseau étaient pleines, mais à côté, il y avait un petit X. Aucun service. Un brouilleur, ai-je murmuré. Ils avaient un brouilleur de signal. Une vague de panique pure m'a submergé. Ce n'étaient pas des amateurs. C'étaient des professionnels. Ils avaient coupé les caméras. Ils avaient coupé les communications. J'étais piégée à l'extérieur, mais plus important encore, j'étais complètement isolée. Je ne pouvais appeler personne à l'aide. Ma mère, sa ligne était coupée. La police, injoignable. Mes yeux se sont posés sur mon répertoire. Je cherchais un nom, n'importe lequel. Et je suis tombée sur lui. Bastien. Mon petit frère. Le mouton noir. 26 ans,
et déjà un pro pour décevoir tout le monde. Il était accro aux paris en ligne. Il avait menti. Il avait volé. Il avait disparu après l'enterrement, probablement après avoir vidé le peu qui restait sur le compte joint de nos parents. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Je le détestais un peu pour avoir abandonné maman. Mais il était mon frère. Par pur désespoir, j'ai appuyé sur son nom. Je m'attendais à tomber directement sur sa messagerie vocale, comme d'habitude. La messagerie de Bastien. J'ai raccroché. J'ai rappelé. Une colère irrationnelle m'a saisi. Réponds, espèce d'idiot. Cette fois, ça a sonné. Une fois. Puis quelqu'un a décroché. Allô? Ce n'était pas la voix de Bastien. C'était une voix d'homme, plus âgé, grave et fatigué. J'ai figé. Qui est-ce? Où est Bastien? Il y a eu un long silence. J'ai entendu l'homme expirer, comme s'il portait un poids immense. Vous êtes Amandine? A-t-il demandé. Oui. Où est mon frère? Il va bien? Tu dois arrêter d'appeler ce numéro, a-t-il dit, ignorant ma question. C'est dangereux pour toi. Et pour lui. Quoi? Mais qui êtes-vous? Un ami de ton père, a-t-il dit. Il m'a sauvé la vie, il y a longtemps. Plus que tu ne peux l'imaginer. Mon cœur battait la chamade. Un ami de mon père? Écoute-moi, Amandine, a-t-il poursuivi. Ils sont là. Je le sais. Ils cherchent quelque chose. Quelque chose que ton père a laissé, pour toi. Pour moi? Quoi? Je ne sais pas exactement. Mais c'est dans le bureau. C'est la seule chose qui compte. C'est ton héritage. C'est la seule chose qui peut les arrêter. Les arrêter? Mais qui sont-ils? Fais attention à ta famille, Amandine, a-t-il dit, sa voix se brisant presque. Fais très attention. Attendez. Ma famille? Vous voulez dire ma mère? Bastien? Mais il avait déjà raccroché. Faites attention à votre famille. Que auriez-vous fait à ma place? Vous êtes seul, piégé, et la seule personne qui semble vouloir vous aider vous dit de vous méfier de votre propre sang. Faites-vous confiance à cet inconnu? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ce moment précis. Faire attention à ma famille? Il parlait de Martine, ma mère en détresse? Ou de Bastien, mon frère disparu? Mon esprit tournait à vide. Mais une chose était claire, je n'avais plus personne. J'étais seule. Et je devais entrer. L'avertissement de l'homme mystérieux résonnait dans ma tête. Fais attention à ta famille. Cela ne pouvait pas concerner ma mère. Je l'avais entendue au téléphone. Elle était terrifiée. C'était donc Bastien. Est-ce que ses dettes l'avaient entraîné dans quelque chose d'horrible? Avait-il vendu des informations sur notre père? Je ne pouvais pas y penser maintenant. Je devais me concentrer. L'homme en costume était au sous-sol. La porte d'entrée était sûrement verrouillée, tout comme celle de derrière. Mais il y avait une autre entrée. La fenêtre du soupirail. C'était une petite fenêtre rectangulaire, au niveau du sol, sur le côté de la maison, cachée par des buissons. Mon père la gardait toujours verrouillée de l'intérieur. Je suis sortie de ma voiture, l'air froid de la nuit me giflant le visage. J'ai longé les maisons, en restant dans l'ombre la plus profonde, mon cœur battant si fort que j'avais peur qu'on l'entende. En tant qu'infirmière, je suis habituée à marcher sans faire de bruit dans les couloirs de l'hôpital la nuit. Je sais comment me déplacer en silence. Je me suis accroupie derrière les hortensias. La fenêtre était là. J'ai tendu la main et j'ai poussé. Elle a cédé. Elle était entr'ouverte. Il l'avait ouverte. Soit pour avoir une issue de secours, soit quelqu'un l'avait ouverte pour eux. J'ai ravalé ma salive. C'était de la folie. J'aurais dû fuir. Mais l'image de mon père, l'homme bon et droit, assassiné dans sa propre maison, m'a donné une force que j'ignorais posséder. J'ai pris une grande inspiration. J'ai glissé la fenêtre. Elle a grincé. Un son horrible, aigu, qui m'a semblé résonner dans tout le quartier. J'ai figé. J'ai écouté. Rien.
Ils ne m'avaient pas entendu. Ils étaient au fond du sous-sol, dans le bureau. J'ai passé les jambes en premier, me laissant glisser dans l'obscurité. Mes pieds ont touché le sol en terre battue de la cave à vin. L'air était froid, humide. Il sentait la poussière et le vieux bois. Je suis resté immobile pendant une minute entière, laissant mes yeux s'adapter. Puis je les ai entendus. Des voix. Des murmures. Nulle part. Ce n'est pas dans le mur près de la chaudière. Alors vérifiez le bureau lui-même. Arnaud cachait toujours tout à la vue de tous. Il faut trouver le grand livre. Le grand livre? Le registre? Je me suis collé au mur, avançant pas à pas, contournant les étagères de vin poussiéreuses. J'ai atteint le couloir principal du sous-sol. Au fond, la porte du bureau était maintenant grande ouverte, déversant une lumière crue. J'ai avancé, un pas après l'autre, jusqu'à ce que je sois juste à côté de l'encadrement. Je pouvais voir à l'intérieur. Et mon cœur s'est serré. Ils étaient deux. Deux hommes. Tous deux en costume sombre. Pas des costumes bon marché. Des costumes qui coûtaient plus cher que ma voiture. Zegna, ou quelque chose comme ça. Ils ne portaient pas de gants. Ils ne portaient pas de masque. Ils n'avaient pas l'air de cambrioleurs. Ils avaient l'air de directeurs. De la haute finance. Ou de chez Fournier-Garnier. L'un d'eux était au téléphone, parlant à voix basse. L'autre était assis au bureau de mon père. Il était en train de forcer le tiroir principal avec un pied de biche. Le bois a craqué. Le tiroir s'est ouvert. L'homme y a plongé la main et en a sorti quelque chose. Un petit carnet noir. Le carnet de mon père. Celui qu'il gardait toujours sur lui. Ce n'est pas ça, dit l'homme, le feuilletant avec dédain. Juste ses notes personnelles. Il s'apprêtait à le jeter par terre. Ils étaient en train de profaner son bureau. Ils étaient en train de toucher à ses affaires. Ils tenaient le carnet de mon père avec leurs mains sales. Mais ce n'était pas ça qu'ils cherchaient. Et le pire, c'est que j'allais bientôt découvrir qui les avait aidés à entrer. Ce n'est pas ça, a répété l'homme au pied de biche. Il a jeté le carnet de mon père sur le sol comme un vulgaire déchet. Le vrai grand livre est numérique. Il le gardait sur un disque dur crypté. Et il nous faut la clé pour le déverrouiller. L'autre homme, celui qui était au téléphone, a raccroché. Le patron s'impatiente. Il veut que ce soit réglé ce soir. Si nous ne trouvons pas la clé, nous devons récupérer l'ordinateur central. La clé? A murmuré le premier. Arnaud était malin. La clé n'est probablement pas un objet. C'est peut-être une phrase, hein? Il n'a pas pu finir sa phrase. Crac. Un bruit au-dessus de nous. Une planche de bois qui grince dans le couloir de l'entrée. Les deux hommes ont figé. Ils ont levé les yeux vers le plafond, leur visage soudainement alerte. L'un d'eux a glissé la main à l'intérieur de sa veste, vers ce qui était sans aucun doute une arme. J'ai arrêté de respirer. Mon Dieu! Quelqu'un d'autre était entré dans la maison. Était-ce la police? L'homme mystérieux du téléphone? Les pas se sont rapprochés, lents, délibérés. Ils se dirigeaient vers l'escalier du sous-sol. La porte en haut de l'escalier s'est ouverte. Une silhouette s'est découpée dans l'encadrement lumineux du rez-de-chaussée. Maman, ai-je soufflé. C'était Martine. Ma mère. Elle se tenait là. Mais ce n'était pas la femme en larmes et hystérique que j'avais eue au téléphone. Pas du tout. Elle se tenait droite comme un lit. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon serré. Elle ne tremblait pas. Dans sa main, elle ne tenait pas un téléphone pour appeler à l'aide. Elle tenait un vieux club de golf de mon père. Un driver en titane. Son visage était dur. Froid. Une expression que je ne lui avais jamais vue. Ses yeux, habituellement si doux, étaient deux éclats d'acier. Je vous avais dit de ne pas revenir ici, sa voix a claqué dans le silence du sous-sol. Ce n'était pas un cri. C'était un ordre. Les deux hommes en costume se sont regardés, stupéfaits. Martine a dit le premier, se redressant lentement. Il a même eu l'audace de sourire. Vous devriez être au lit. Le protocole a changé. Nous avons l'autorisation de...
Le protocole est mort avec mon mari, l'a-t-elle coupé. Nous ne voulons pas vous faire de mal. Nous avons juste besoin de l'atout. Martine a ri. Un rire sec, sans joie. L'atout? Vous parlez de ma fille, n'est-ce pas? La clé n'est pas un atout. C'est ma fille. Mon cœur. Il a explosé dans ma poitrine. La clé. C'est ma fille. Je suis la clé. Elle ne doit pas être alertée, a dit l'homme, son sourire disparaissant. Trop tard, a dit Martine. Elle a descendu la première marche. Puis la deuxième. Lentement. Elle est arrivée en bas de l'escalier et, d'un geste calme, elle a tendu la main vers la porte du sous-sol et l'a fermée. Le lourd peigne de la serrure s'est enclenché. Elle venait de nous enfermer. Tous ensemble. Si vous touchez à un seul cheveu de la tête d'Amandine, a-t-elle dit, sa voix plus basse que celle d'un serpent, je n'appellerai pas la police. Je vous ferai sortir d'ici les pieds devant. Comme vous l'avez fait avec Arnaud. Mon monde venait de basculer. Ma mère n'était pas une victime. Elle n'était pas en deuil et effrayée. Elle était une guerrière. Et elle savait. Elle avait toujours tout su. Le silence dans le sous-sol était si épais qu'on aurait pu le couper. Les deux agents de Fournier-Garnier regardaient ma mère, non plus avec condescendance, mais avec une nouvelle lueur de respect? Non. D'agacement. Martine, nous n'avons pas le temps pour ça, a dit le plus grand, celui qui semblait être le chef. Nous avions un accord. Vous gardiez le silence sur Arnaud, et nous vous laissions tranquille, vous, la clé. Un accord? Ma mère avait passé un accord avec les assassins de mon père? L'accord est mort quand vous avez mis les pieds dans ma maison, a rétorqué Martine, en serrant le manche du club de golf. Arnaud est mort. C'est moi qui fixe les règles maintenant. L'agent a perdu patience. Il a fait un pas vers elle. Vous ne comprenez pas. Elle n'est pas ce que vous croyez. Elle n'est même pas. Silence, a crié Martine. Elle est la clé biométrique, a hurlé l'agent, sa voix résonnant sur les murs en béton. Vous croyez qu'Arnaud était un simple comptable? Il était le chef de l'audit interne. Il avait accès à tout. Je suis resté caché, mon cerveau en ébullition, essayant de reconstituer le puzzle. Il a découvert, a poursuivi l'agent, parlant autant à Martine qu'à moi, où que je sois, il a découvert les anomalies dans les essais cliniques du Zilantra. Zilantra. Le nouveau médicament miracle de Fournier-Garnier. Un traitement pour l'insuffisance cardiaque. Je le voyais partout à l'hôpital. Des anomalies, a raillé Martine. Vous appelez ça des anomalies? Des dizaines de morts que vous avez camouflées sous des complications préexistantes. Des essais falsifiés. Arnaud l'a découvert. Il est devenu un problème, a dit l'agent froidement. Mais avant qu'on puisse l'arrêter, il a tout copié. L'intégralité du grand livre. Toutes les données brutes, toutes les preuves. Il a créé un dispositif de l'homme mort, Dead Man's Switch, un système qui enverrait tout aux médias s'il lui arrivait quelque chose. Alors pourquoi rien n'a été envoyé, ai-je presque crié depuis ma cachette. L'agent a souri. Parce qu'il était plus malin que ça. Il ne voulait pas seulement se venger. Il voulait un levier. Le système ne s'active pas à sa mort. Il s'active, avec sa clé. Une clé qu'il pensait que nous ne trouverions jamais. Une clé qu'il a créée lui-même. Il s'est tourné vers ma mère. Mais nous l'avons trouvée. N'est-ce pas, Martine? La clé, c'est sa fille. Son ADN. Son empreinte digitale. Mon Dieu. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas un simple cambriolage. Ma propre biologie était la serrure. Je n'étais pas une personne. J'étais un objet. J'étais la clé. Vous vous dites sûrement, mais pourquoi elle? Je savais que vous penseriez ça, tout comme je me le demandais. Pourquoi moi? Pourquoi mon père, cet homme si prévisible, si méticuleux, m'aurait-il impliqué là-dedans sans un mot? Il m'avait transformé en une bombe à retardement vivante, en me laissant dans l'ignorance la plus totale. La vérité, c'est que le pire n'était pas encore arrivé. Le pire n'était pas les agents en costume, ni même la révélation sur mon père.
Le pire était sur le point de descendre les escaliers. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les agents se sont rapprochés de ma mère. Assez joué, Martine. Dites-nous où elle est. Dites-nous où est Amandine. Jamais. Le chef a levé la main, non pas pour la frapper, mais pour lui prendre le club de golf. Il était plus grand, plus fort. Ma mère a résisté, mais c'était inutile. Nous la trouverons. Le brouilleur de signal l'empêche d'appeler qui que ce soit. Elle est piégée. Elle va paniquer. Et elle viendra ici, voir maman. Elle n'est pas stupide, a grogné ma mère. Non, a dit l'agent. Mais elle est seule. Et c'est à ce moment-là qu'un autre bruit a retenti en haut. Un bruit de pas lourd, paniqué. Quelqu'un dévalait les escaliers. Maman. Une voix. Une voix que je n'avais pas entendue depuis 6 mois. Bastien. Mon petit frère est apparu en bas des escaliers, le visage pâle, les yeux exorbités, haletant. Il avait l'air hagard, plus mince que dans mon souvenir. Bastien, a crié ma mère, un mélange de soulagement et d'horreur dans la voix. Sors d'ici. Appelle la police. Bastien a regardé les 2 agents en costume. Il a regardé ma mère, maintenant désarmée. Puis, la chose la plus étrange s'est produite. Les agents se sont détendus. Le chef, qui tenait ma mère par le bras, l'a relâché. Il a regardé Bastien et il a souri. Bien joué, gamin, a-t-il dit. Pile à l'heure. J'ai cru que tu allais nous faire faux bond. Il a tapoté Bastien sur l'épaule. Mon monde s'est effondré. Pas seulement fissuré. Effondré. Le sang a quitté mon visage. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ma mère a fermé les yeux. Un seul sanglot lui a échappé. Ce n'était pas un son de peur. C'était un son de deuil absolu. Le son d'une mère qui comprend que son fils l'a trahi. Bastien n'arrivait pas à nous regarder. Il fixait ses chaussures. Maman? Je suis désolé, a-t-il bégayé. Les dettes, c'était des dizaines de milliers d'euros. Ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Alors tu nous as vendus, a murmuré Martine. Sa voix était morte. Non. Je pensais qu'ils voulaient juste des documents. Des papiers. Pour de l'argent. Je ne savais pas pour papa, je ne savais pas pour Amandine. Je le jure. C'est toi, ai-je dit. Ma voix est sortie, un croassement. Tous les regards se sont tournés vers ma cachette. Je suis sortie de l'ombre. Le visage de Bastien s'est décomposé. Amandine, non. Je l'ai regardé, les larmes me brûlant les yeux. C'est toi qui as coupé les caméras à 16 heures. C'est toi qui as laissé la fenêtre du soupirail ouverte. C'est toi qui as réactivé la caméra du sous-sol. C'était un piège, ai-je dit. Tu m'as tendu un piège. Tu as utilisé la mort de papa pour me faire venir ici. Pour moi. Pour la clé, point. L'avertissement de l'homme mystérieux m'est revenu en mémoire, clair comme du cristal. Fais attention à ta famille. Il ne parlait pas de ma mère, qui se tenait prête à mourir pour moi. Il parlait de lui. Mon propre frère. Bastien a fait un pas vers moi, les mains levées. Amandine, s'il te plaît. Ils ont promis. Personne ne sera blessé. Ils veulent juste les donner. Donne-leur ce qu'ils veulent. Espèce de petit idiot, a sifflé le chef des agents. Tu croyais vraiment qu'on allait te laisser partir avec des dizaines de milliers d'euros sans garantie? On ne veut pas seulement les donner. On veut la clé. On veut elle. Pour s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Le visage de Bastien est devenu blanc. Il a compris. Il a compris qu'il n'avait pas seulement vendu des documents. Il m'avait vendu, moi. Il s'est tourné vers les agents. Vous m'avez menti. Bien sûr qu'on t'a menti, a dit l'autre agent en riant. Maintenant, carte-toi.
Il a poussé Bastien si fort que mon frère s'est écrasé contre les étagères de vin. Assez. La voix de ma mère a tonné. Elle ne regardait pas Bastien. Elle ne regardait pas les agents. Elle me regardait. Amandine, a-t-elle dit, sa voix soudainement calme, précise. Chaussures de papa. La boîte à cirage. Quoi? Maintenant, a-t-elle crié. Les agents se sont tournés vers moi. Ils ont commencé à avancer. Au même moment, Martine a agi. Elle n'avait peut-être plus le club de golf, mais elle était sur son territoire. D'un mouvement que je n'aurais jamais cru possible, elle a saisi une vieille caisse de vin en bois vide et l'a lancée de toutes ses forces sur les agents. Ce n'était pas une attaque. C'était une diversion. Chaussures de papa, a-t-elle hurlé à nouveau. Mon cerveau a enfin compris. Sur une étagère, près du mur où l'agent tapotait, il y avait le vieux nécessaire à cirage de mon père. Une boîte en bois. J'ai couru. L'un des agents m'a attrapé par le bras, mais j'ai pivoté, l'adrénaline me donnant une force de lionne. Je l'ai frappé au visage avec mon coude. J'ai entendu un craquement. Il a hurlé. J'ai attrapé la boîte à cirage. Elle était lourde. Trop lourde. J'ai regardé en dessous. Collé sous l'étagère, il y avait un petit bouton rouge. Ma mère se battait comme une diablesse avec l'autre agent. Bastien était toujours au sol, hébété. Appuie, a crié Martine. J'ai appuyé sur le bouton. Un sifflement mécanique. Un bruit de moteur. Le mur. Le mur près de la chaudière, celui que l'agent inspectait. Il n'y avait pas de coffre-fort. Le mur lui-même a commencé à glisser sur le côté. Ce n'était pas un coffre. C'était une pièce. Une petite pièce de la taille d'un placard, que mon père avait construite en secret, dissimulée derrière un faux mur. Les agents ont arrêté de se battre. Ils ont regardé, bouche bée. Va, m'a hurlé ma mère. J'ai plongé à l'intérieur de la pièce secrète. Ce n'était pas un bureau. C'était une salle de contrôle. Un serveur informatique ronronnait dans un coin. Et au centre, sur un petit bureau en métal, il y avait une seule chose. Une boîte noire. J'ai attrapé la boîte noire. Elle était froide, lourde. Type Pelicase. Verrouillée. Derrière moi, le chaos a éclaté. Les deux agents, comprenant qu'ils avaient été joués, ont cessé de s'occuper de ma mère et se sont rués vers la pièce secrète. Ferme la porte, Amandine, a crié Martine. J'ai cherché un bouton à l'intérieur. Il n'y en avait pas. C'était une sécurité à sens unique. Martine s'est jetée devant l'ouverture, barrant le passage avec son propre corps. Tu n'auras pas ma fille. Écartez-vous, Martine. J'ai regardé la boîte. Pas de serrure à clé. Juste deux loquets. J'ai tremblé en les ouvrant. Clic, clic. J'ai soulevé le couvercle. Mes yeux se sont écarquillés. Il y avait 3 choses à l'intérieur, parfaitement calées dans la mousse. 1. Une enveloppe blanche, épaisse. Mon nom était écrit dessus, de l'écriture soignée et anguleuse de mon père. Pour Amandine. 2. Une clé USB. Pas une clé publicitaire. Une clé en métal brossé, de type militaire. Une étiquette était collée dessus, il entra, preuve finale. 3. Un petit appareil carré. Un scanner d'empreintes digitales, avec un port USB sur le côté. J'ai arraché l'enveloppe. J'ai déchiré le papier. Mes mains tremblaient si fort que j'ai à peine réussi à déplier la lettre. Ma chère Amandine, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. C'est que Fournier-Garnier m'a trouvé. C'est qu'ils m'ont tué. Les larmes m'ont aveuglé. J'ai essuyé mes yeux rageusement. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir mêlé à ça, mais je n'avais pas le choix. J'avais besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un d'incorruptible. J'avais besoin de toi. Le Zilantra est un poison. Ils le savent. Les essais ont été truqués. Ils ont enterré les morts. La clé USB contient tout, les emails, les données brutes, les rapports d'autopsie que j'ai obtenus. C'est une bombe. Mais une bombe a besoin d'un détonateur. C'est le scanner.
C'est toi. La clé USB est cryptée. Seule ton empreinte digitale peut la déverrouiller. Une fois que tu poseras ton pouce dessus, les données ne seront pas seulement déverrouillées. Elles seront envoyées. Instantanément. À tout le monde. Le Monde. Le Figaro. Mediapart. L'Agence nationale de sécurité du médicament. En une seconde. Une fois que ce sera fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils te chercheront. Ils te traqueront. Ta vie, telle que tu la connais, sera terminée. Mais la justice sera rendue. Le choix t'appartient, Amandine. C'est ton fardeau. C'est ton pouvoir. PS, ne fais pas confiance à Bastien. Je sais pour ses dettes. Je l'ai vu parler à ces gens. Fais confiance à ta mère. Elle sait tout. Je t'aime. Je t'aime. J'ai regardé les 3 objets. Le choix de mon père. Mon héritage. Ce n'était pas de l'argent. C'était une arme. Et les hommes qui avaient tué mon père étaient en train de maîtriser ma mère à quelques mètres de là. Le bruit d'un coup sourd. J'ai levé les yeux. L'un des agents avait frappé ma mère. Elle s'est écroulée sur le sol, près des cartons. Maman. Assez, a hurlé le chef des agents. Il s'est avancé, me bloquant la sortie. Il tenait quelque chose dans sa main. Un pistolet tasé. Donne-moi la boîte, Amandine. Maintenant. Ou ta mère mourra, ici, comme ton père. Je l'ai regardé. J'ai regardé ma mère, qui essayait de se relever, du sang coulant de sa lèvre. J'ai regardé Bastien, recroquevillé contre le mur, pleurant comme un enfant. Et j'ai regardé le scanner d'empreintes digitales. Ta vie, telle que tu la connais, sera terminée. La vie d'une infirmière. Une vie simple. Une vie où j'aidais les gens. Et j'ai pensé à ces gens. Les patients cardiaques à qui je donnais du Zilantra tous les jours à l'hôpital, en pensant les sauver. Alors que je les empoisonnais peut-être. Elle ne plaisante pas, a crié Bastien, le visage plein de morve et de larmes. Amandine, ne fais pas ça. Ils vont nous tuer. Ils vont tous nous tuer. L'agent a armé le tasé. Le crépitement électrique a rempli la pièce. 5 secondes, Amandine. Mon cerveau d'infirmière a disparu. Ma logique s'est envolée. Ce n'était plus une question d'analyse. C'était de l'instinct. J'ai regardé l'agent droit dans les yeux. Vous avez tué mon père. 4. Vous avez menacé ma mère. 3. Vous avez empoisonné mes patients. 2. J'ai pris la clé USB. Je l'ai enfoncée dans le port du scanner. 1. J'ai écrasé mon pouce sur la plaque de verre. Bip. Un petit écran LCD sur le scanner s'est allumé. En lettres rouges. Envoi en cours. Temps restant, 60 secondes. L'agent a hurlé. Un hurlement de pure rage. Non. Il s'est jeté sur moi, le tasé pointé vers mon cœur. Je n'ai même pas eu le temps de cligner des yeux. Un éclair est passé devant moi. Bastien. Mon frère. Il s'est jeté sur l'agent, s'enroulant autour de ses jambes. Non. Pas ma sœur. Le tasé s'est déchargé. Mais pas sur moi. Dans l'épaule de Bastien. Mon frère a convulsé, hurlant de douleur, mais il n'a pas lâché prise. Il s'est accroché à la jambe de l'agent comme un pitbull. 50 secondes. L'autre agent a saisi une barre de fer. Il l'a levée au-dessus de Bastien. Non, a crié Martine. Ma mère s'est relevée, a attrapé une bouteille de vin sur une étagère et l'a fracassée sur la tête du deuxième agent. Le vin et le sang ont giclé. 30 secondes. C'était le chaos. Une bataille familiale sale, désespérée, dans un sous-sol froid. Le premier agent s'est débarrassé de Bastien et a tenté d'arracher le scanner de mes mains. Je l'ai tenu si fort que mes jointures sont devenues blanches. 20 secondes. Il m'a frappé au visage. J'ai goûté mon propre sang. 10 secondes. Il a levé la main pour frapper à nouveau. 5, 4, 3, 2, 1. BIP. L'écran est devenu vert.
Envoi terminé. L'agent a figé. Sa main est restée en l'air. Il m'a regardé. Toute la rage avait disparu de ses yeux. Remplacée par quelque chose de bien pire. Un calme mortel. Tu viens de signer ton arrêt de mort, a-t-il dit. Le silence qui a suivi le bip était plus assourdissant que les cris. Nous étions tous là, haletants, couverts de vin, de poussière et de sang. Bastien gémissait au sol, se tenant l'épaule brûlée. Ma mère était appuyée contre le mur, la bouteille cassée toujours à la main. L'agent m'a regardé, puis il a regardé son partenaire, qui commençait à reprendre conscience. Puis, un autre son. Distant, mais de plus en plus proche. Pimpon. Pimpon. Des sirènes. Pas une seule voiture. Plusieurs. L'agent a blêmi. Comment, le brouilleur? J'ai pensé à Monsieur Perrin, mon voisin. Il avait dû entendre les cris, le verre brisé. L'agent m'a jeté un dernier regard. Un regard qui promettait que ce n'était pas fini. On bouge, a-t-il grogné à son partenaire. Ils ne se sont pas souciés de nous. Ils n'ont pas essayé de récupérer le matériel. Il était trop tard. Ils ont couru vers l'escalier, ont déverrouillé la porte et ont disparu. Je suis restée là, tremblante, le scanner toujours serré dans ma main. Je me suis précipitée vers Bastien. Ça va? Laisse-moi voir. Il m'a repoussée. Non. Amandine? Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ma mère s'est approchée. Elle a regardé son fils, brisé au sol. Elle a regardé sa fille, le visage en sang. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste prise dans ses bras. Et c'est là que j'ai pleuré. Pour mon père. Pour ma famille détruite. Pour ma vie perdue. Les lumières bleues et rouges ont inondé le sous-sol par le soupirail. Des voix criaient. Police. Sortez les mains en l'air. Nous sommes sortis. La suite a été un brouillard. Des ambulanciers pour Bastien et maman. Des couvertures de survie. Des questions. J'ai tout raconté. Pendant que je parlais à un inspecteur, mon téléphone, posé sur le capot de la voiture de police, s'est mis à vibrer. Puis encore. Et encore. Il vibrait sans s'arrêter. L'inspecteur et moi avons regardé. L'écran était inondé de notifications. Flash, Le Monde, le géant pharmaceutique Fournier Garnier accusé de falsification massive des essais cliniques du Zilantra. Alerte, Figaro, fuite de données explosives, des dizaines de morts cachées liées à un nouveau médicament cardiaque. Mediapart, le scandale Zilantra, des preuves accablantes d'une corruption au plus haut niveau. C'était fait. La bombe de mon père avait explosé. Ma vie d'avant était terminée. Je n'étais plus Amandine, l'infirmière. J'étais Amandine, la fille d'Arnaud. J'étais la femme qui avait fait tomber un empire. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas si Fournier Garnier tentera de se venger. Je ne sais pas si je pourrai un jour pardonner à Bastien, ou si ma mère le pourra. Je ne sais pas si je retournerai un jour travailler à l'hôpital. Mais je sais une chose. Je n'ai plus peur. Mon père ne m'a pas piégé. Il m'a donné le choix. Et j'ai choisi. J'ai choisi de ne plus être une victime. J'ai choisi de me battre. J'ai choisi la justice. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous croyez que la vérité vaut la peine qu'on se batte pour elle, peu importe le prix, alors abonnez-vous à la chaîne. J'ai une question pour vous, et elle est difficile, auriez-vous pardonné à Bastien? L'amour fraternel peut-il survivre à une telle trahison, même s'il a essayé de se racheter à la fin? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous, ou quelqu'un de votre entourage, avez déjà été confronté à un choix impossible pour protéger votre famille. Votre voix compte. Merci.